Donc, à la demande de Julie, j'ai préparé un petit PowerPoint pour présenter aux étudiants un peu ce que Stima Plus ont fait en matière de relevé au niveau du scan 3D, au niveau des drones, de la photogrammétrie, un peu un mélange de tout ce que notre département fait. Vous allez voir que la présentation elle a un mix entre le français et l'anglais. J'ai pris des PowerPoints à droite et à gauche que j'avais présentés à différents départements, différents secteurs. Donc, j'ai pas repris le temps de tout mettre en français, là, puis de tout mettre la mise en page. L'objectif, c'était de vous montrer le contenu de ce qu'on faisait chez Stima. Puis j'ai fait si on veut, un melting pot de plein de projets puis d'expertises qu'on avait le goût de vous présenter. Donc, chez Stima, dans le département de capture de la réalité, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est on a créé un centre d'excellence en capture de la réalité il y a environ 2 ans, mais ça faisait plus de 10 ans qu'on avait de l'expérience au niveau du scan 3D et plus de 3 ans au niveau des drones. Donc, on a décidé de vraiment centraliser l'expertise au sein de l'entreprise pour pouvoir aider à mieux implanter ce genre de technologie-là chez nous et pouvoir supporter tous nos techniciens et ingénieurs là, chez Ciment avec ce genre de technologie-là. Donc, on a plusieurs bureaux à travers le Canada, puis on supporte tous les bureaux là, dans le pays pour ce genre de technologie-là. On a divisé notre centre d'expertise en deux secteurs distincts, là, les drones et l'autre secteur, tout ce qui est scan 3D et LIDAR. En fait, j'avais le goût de vous faire un petit historique rapide du temps d'acquisition, du relevé. Ce slide-là fait partie d'une présentation que j'ai faite il y a quelques années à l'égard de ce qui s'en vient dans le futur. J'ai mis un lien YouTube là, que j'ai donné à Julie dans le courriel. Si elle vous le transfère, vous verrez que c'est une présentation que j'ai faite en 2018 qui montrait un peu l'avenir du relevé en chantier, ce qui s'en venait, où est-ce qu'on en était aujourd'hui. Donc, je voulais montrer un peu l'évolution des différentes technologies. Soit à l'époque, il y avait le corde d'arpentage, le théodolite, on parlait de semaine-jour. De nos jours, on va parler plutôt de station totale, de LIDAR ou de photogrammétrie. Bien, on va plutôt tomber à heure, minute, seconde. Puis, dans un futur rapproché qui, en fait, maintenant est un futur concret qui... il y a 2 ans, j'en parlais comme un futur rapproché, mais aujourd'hui, en 2020, on parle d'une technologie qui est accessible et existante. Il y a plusieurs logiciels qui existent sur le marché actuellement qui te permettent d'avoir accès à la photogrammétrie par le biais de la captation des données sur des réseaux sociaux. Donc, les logiciels vont faire un streaming de toutes les photos prises par les touristes. Ils vont synthétiser ça, puis garder les bonnes, rejeter les mauvaises, puis créer un modèle 3D à partir de photos capturées par des gens qui sont sur le site. On peut parler de sites miniers. Les employés se font installer une application sur leur téléphone intelligent. Quand ils passent à côté d'un stockpile, le prennent en photo. Et il y a un rapport hebdomadaire qui est envoyé pour pouvoir mettre à jour là, la quantité de stockpile. Et ça, juste avec les employés qui se promènent sur le site et qui prennent des photos de leur quantité des informations en passant sur le site. Donc, c'est le genre de petite application là, qui est déjà concrète, qui existe déjà, qui sont déjà mises en place. Il y en a d'autres à venir qui sont vraiment intéressantes. J'en parle plus en détail dans la vidéo. Aujourd'hui, je voulais plutôt vous présenter quelque chose de concret sur ce qu'on fait au day-to-day chez Ciment. Donc, on utilise vraiment plusieurs types de technologies que je vais vous présenter. J'aime bien les séparer en deux familles, si on veut. Donc, il y a les technologies qui vont utiliser la lumière active, le LIDAR, le scan 3D, le géoradar. On va vraiment utiliser une impulsion, un faisceau lumineux pour aller capter l'information avec un signal de retour. Et il y a l'autre famille où est-ce qu'on parle plus de lumière passive, on va parler de photogrammétrie. Donc, vraiment, d'aller utiliser des calculs mathématiques avec une position GPS ou une coordonnée connue, l'intelligence artificielle,
Il y a plusieurs technologies qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour mettre les modèles, si on veut, le plus à l'échelle possible. Donc, la lumière passive est l'autre famille là, que j'aime bien représenter. Si on veut faire la différence entre les deux, on a fait un exemple. Là, en fait, c'est un contrat concret qu'on avait où est-ce qu'il fallait faire la rétro-ingénierie d'une fontaine historique dans une ville. Et pour pouvoir faire les commandes de granit là, pour le machinage du granit de cette fontaine-là. Puis on a fait le test, on est allé par photogrammétrie puis par laser actif pour comparer la qualité de la donnée, l'état de la donnée. Bien sûr, la photogrammétrie, elle a un visuel intéressant. Par contre, au niveau de la précision, c'est pas toujours l'outil adéquat si on veut une précision. En fait, on parle plutôt de précision centimétrique avec la lumière passive. C'est difficile de certifier la précision actuellement avec les moyens actuels, avec la lumière, avec les relevés de photogrammétrie. Alors que les relevés au scan 3D, bien, on connaît les specs, la calibration de l'équipement, donc on est capable vraiment d'aller certifier une grande précision quand c'est le temps d'aller faire un relevé. Les deux technologies sont aussi bonnes l'une que l'autre. Ça dépend tout le temps dans quel contexte tu veux l'utiliser et pour quel besoin. Donc, je vais en parler plus tard, là, mais c'est important de bien définir le besoin avec le client. C'est pas un outil qui va faire la job pour toutes les technologies, là, pour tous les besoins, c'est-à-dire parce que chaque outil répond à un besoin particulier. Il n'y en a pas un magique qui fait tout. Là. Donc, on va souvent trouver... ensuite, je sépare les types de technologies par... je te dirais pas par région, mais par catégorie, en fait. Là, je vais les séparer par catégorie. Donc, il y a la catégorie qu'on va plutôt parler de métrologie, de haute précision, de relevé industriel. Donc, quand c'est le temps de faire la rétro-ingénierie d'une pièce, la contrôle qualité, on va parler de CCM, on va parler de handy scanner. Donc, vraiment des scans de très haute précision pour la rétro-ingénierie de pièces. Ensuite, il y a l'autre catégorie que là, on va plutôt parler de scan LIDAR, donc aéroporté ou sur véhicule mobile, donc du scan mobile, où est-ce que c'est souvent pour faire des relevés de grandes superficies. Là, donc, plutôt, on va parler ici plutôt de précision centimétrique. Et puis, il y a le scan statique, qui est le fameux scan 3D qui a différents fabricants, différentes technologies. On va parler d'un scan très versatile, très polyvalent, d'une précision millimétrique qui va être utilisée dans beaucoup de cas là, de relevés. On va en présenter plusieurs exemples aujourd'hui. Donc, j'explique un peu là, dans quel contexte tu voudrais utiliser une technologie ou un autre. Faire une rétrogénie de pièces, comme ce qu'on a fait ici, c'est un exemple d'une rétro-ingénierie qu'on a fait. D'une pompe centrifuge. Donc, on a démonté les morceaux, on a tout scanné la pièce, puis on a réassemblé les morceaux. Un autre exemple ici d'un relevé d'une rue. Donc, quand on parle de faire un contexte de relevé de kilomètres, on va plutôt y aller avec du scan mobile. Et puis, quand on va vouloir faire un scan industriel, un scan d'un bâtiment, un scan d'une centrale électrique, d'une station, d'un pont, on va souvent utiliser le scan statique, qui est un 3D scan. C'est important de choisir le bon outil quand vient le temps là, d'offrir une solution à un client. C'est important de connaître quel est le besoin. Donc, je vous présente un peu en détail là, les différents outils qu'on a chez Sima qui pourraient, que moi, je vais offrir à mes clients. Donc, on a différents types d'outils qui vont pallier à différents types de besoins. Celui-ci, c'est le Matterport. C'est un équipement qui a une portée d'environ 15 pieds, une précision d'1%. Donc, on parle de centimètres de précision, 1% sur la distance. C'est une application qui est très, très facile d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a un petit 20 minutes là, de formation via un Skype ou un YouTube. Et puis, la personne est en business. Là. C'est vraiment très friendly user. On peut, il y a un iPad qui accompagne le scanner et puis les données sont intégrées et assemblées au fur et à mesure automatiquement.
Et si jamais on n'a pas fait un relevé, que la position du scan qu'on a positionné n'est pas au bon endroit, l'iPad avertit tout de suite l'utilisateur, refais ton scan, repositionne-le, je ne suis pas capable d'aligner ta donnée, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est très, très friendly user là, pour ce genre d'outils-là. Par contre, c'est important de savoir que la précision est vraiment au niveau du pourcentage de la distance. Donc, si on va faire une petite salle mécanique de 30 mètres par 30 mètres, et puis que d'avoir 1 centimètre ou 2 d'imprécision, ça correspond à notre niveau de confiance, c'est suffisant. Par contre, si on veut aller dans le millimétrique, c'est tout à fait pas le bon équipement pour ça. On parle vraiment de plutôt un équipement qui va être intéressant pour connaître des dimensions average, pour savoir si on peut placer un nouvel équipement ou si on peut déplacer un équipement, mais vraiment de façon très, très approximative. Souvent, cet équipement-là, chez nous, va être utilisé pour remplacer la photo. Donc, quelqu'un va aller faire un relevé, normalement, prendrait 200, 300, 400 photos. Il reviendrait et tout au long de son projet, aurait à naviguer au travers les photos. Ce qui est vraiment le fun avec cette application-là, c'est qu'on a un super beau rendu photogrammétrique, un rendu 3D où est-ce qu'on peut mesurer, on peut voir les photos. Tout ça dans un contexte où est-ce que c'est facile de naviguer, de comprendre et on n'a pas besoin de chercher où sont les photos. Donc, par contre, tu vois, j'ai aussi indiqué que c'était une solution cloud. Donc, on a certains clients qui sont très sensibles au niveau de la sécurité. Donc, ils ne veulent pas que leurs données se retrouvent hébergées sur un cloud. Alors, cette technologie-là ne répondrait pas à leurs besoins parce qu'ici, on n'a pas le choix, on ne s'en sort pas. Avec cet équipement-là, on est obligé de pousser la donnée sur le cloud pour qu'elle soit traitée. Par la suite, on peut la réimporter sur nos bureaux, mais il y a quand même un certain moment où est-ce qu'elle va se retrouver hébergée sur le cloud à quelque part. Donc, si on a un client qui est très frileux à cet égard-là, on ne peut pas utiliser cet équipement-là. On peut quand même extraire un mesh 3D puis un nuage de points pour emmener dans les logiciels comme AutoCAD, Revit, MicroStation. Donc ça, s'il n'y a pas de problème, il va y avoir un nuage de points qui va être extrait, qui peut être extrait là, de la plateforme sans problème. L'autre équipement qu'on utilise beaucoup chez nous est un petit BLK 360. On a plusieurs de ces genres d'équipements-là. Donc, encore là, c'est quelque chose qui est très facile pour nous de former nos gens à l'interne avec cet équipement-là. Donc, on parle encore d'un 25 minutes de training via un Skype ou un YouTube vidéo. On parle d'une portée de 60 mètres puis d'une précision de plus ou moins 6 mm. Cet équipement-là est très petit, très léger à transporter, donc vraiment convivial et intéressant quand on va faire des relevés longue distance, qu'on a besoin de prendre l'avion, puis que souvent quand on va au Nunavut ou on va dans le nord du Québec, c'est extrêmement compliqué d'amener beaucoup d'équipements. Ils sont très frileux au niveau des avions à l'égard là, de la quantité de valises que tu apportes. Donc, ça s'emmène dans un carry-on, c'est très convivial. Ça peut être vraiment intéressant. C'est aussi une solution qui est en français, j'ai de la misère à trouver mon mot, Computer Solution. Donc, autrement dit, la donnée n'a pas besoin d'être hébergée sur le cloud pour pouvoir être vivante. Donc, on peut directement exporter cette donnée-là via l'application Recap, qui est une application qui gère les nuages de points Autodesk. C'est compatible, le Recap, et puis ça fonctionne très bien. C'est une application qui est aussi intéressante parce que le technicien ou l'ingénieur qui va faire le relevé au site peut utiliser ce petit équipement-là pour prendre des photos de plaques signalétiques ou de prendre des notes et ça va être systématiquement intégré là, dans les photobulles 360 et le nuage de points 3D qui va pouvoir être visionné dans un logiciel comme Recap par la suite. Je vais traiter des logiciels plus tard un petit peu. Donc, l'autre type de scanner qu'on a chez Cima est le Faro. On a plusieurs types de Faro chez nous. On a le Faro X150, on a des S70. Donc, différentes portées avec des précisions millimétriques. On parle de plus qu'une journée. On parle d'expertise ici, là, quand c'est temps d'utiliser ce genre d'équipement-là. On parle vraiment là, d'avoir une certaine expertise avec l'équipement pour avoir un relevé d'une bonne qualité. On va vraiment là, parler de au moins une journée sur le site à former quelqu'un.
Puis en fait, pour avoir vraiment un bon technicien, on va parler d'avoir quelques semaines d'expertise en chantier avec plusieurs différents types de projets. Là. Donc, il faut savoir qu'à chacun son contexte, ses difficultés. Là. S'il y a de la vapeur, s'il y a de la vibration, s'il y a de la poussière, s'il y a des gens, s'il y a de la neige au sol, il y a différents facteurs qui vont faire que ton relevé peut être affecté, peut être d'une moins bonne qualité. Des grands environnements linéaires, des tunnels. Ce sont des choses qui sont difficiles à relever et qu'il faut avoir une bonne expertise. On va, quand on va retrouver des relevés complexes, on va intégrer le géopositionnement. Donc, on va aller contrôler notre précision en utilisant des targets, des cibles ou des sphères avec un prisme intégré pour pouvoir s'assurer que la qualité de notre relevé respecte les critères de performance du client. Parce que oui, le millimètre de précision, c'est sur une station fixe, mais quand on parle de faire des alignements, d'aligner une station avec une autre, avec une autre, avec une autre dans l'ensemble, on ajoute une certaine incertitude. Et puis, on veut s'assurer que le relevé se tient dans l'ensemble avec un critère de performance qui respecte celui du client. Donc, selon la grandeur ou le type de relevé, on va vouloir aller contrôler notre précision ou ce qu'on peut appeler un drift, la déviation, drifting, pour pouvoir s'assurer qu'on respecte nos critères de performance. Donc, on va souvent utiliser le géopositionnement dans des grands relevés, des relevés linéaires, comme on a fait le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. On comprend qu'on est allé contrôler avec un arpenteur tous nos points de scan pour s'assurer qu'il n'y a pas de déviation de drifting. Et puis, des relevés où est-ce qu'on se trouve à faire des hôpitaux ou des écoles avec plusieurs étages, avec une très grande quantité de relevés, avec des cages d'escalier. Encore là, on va vouloir contrôler chacun de nos étages, nos positions de scan pour s'assurer d'une bonne qualité et de respecter les critères de performance. J'expliquerai un peu plus en détail comment ce scan-là fonctionne plus loin. Ensuite, on a le scan SX10 chez Ciment qu'on utilise, qui est un hybride en fait entre une station totale et un scan 3D. Donc, moins rapide qu'un scan 3D, moins efficace, mais avec une plus grande portée, puis systématiquement plus déjà géoréférencé. Donc, on n'a pas besoin d'un deuxième équipement pour aller contrôler la donnée. On va utiliser ce genre d'équipement-là dans un contexte d'ouvrage civil, de pont, d'autoroute, de murs de soutènement. On va aussi l'utiliser pour faire des analyses de déformation de façade, des analyses de déformation de mouvement, parce que comme on peut s'implanter sur des points de contrôle connus, avec un polygone connu, on peut s'assurer de superposer le relevé 1 avec le relevé 2, avec le relevé 3 dans le temps, que ce soit en janvier, en juillet, en août. Toutes les fois qu'on revient faire un relevé, on est capable de s'assurer que la donnée va vraiment être exactement au même endroit et qu'on va pouvoir valider la déformation possible du mouvement des infrastructures. Donc, c'est le genre d'équipement qu'on va utiliser. On parle d'une très longue portée, 300 mètres, avec une précision de 2 mm, mais on parle d'un scan quand même assez long, là, de 15 minutes à 1 heure, dépendant de la résolution qu'on utilise. Alors que le scan Faro, ici, on parle d'un scan en moyenne, je vous dirais 4 à 5 minutes par station avec une résolution optimale. Donc, c'est rare qu'on utilise la plus grande des résolutions. Là, le gain n'est pas vraiment... on ne voit pas vraiment de gain à utiliser une très, très haute résolution. Ce scan-là ici, le BLK, on parle aussi d'un 4 à 5 minutes de relevé pour une résolution moyenne. Et puis, le Matterport, ici, on parlait de 2 à 3 minutes de révolution là, par station de scan. Donc, on peut voir un peu la différence de temps, mais il y a aussi une différence de portée puis une différence de précision. Donc, à chaque équipement, à chaque besoin, le bon équipement. On a aussi intégré depuis quelques années chez Ciment les relevés au drone. Donc, on utilise la photogrammétrie ou le LIDAR dans certains cas de nos projets
des relevés là, topographiques, cartographiques, qu'on va utiliser les relevés, les outils de drone pour aller faire la captation de notre donnée. Donc, dans ce cas-ci, là, quand ça va être le temps de faire des très grandes zones de relevés, on va utiliser cet équipement-là. Là. On a différents types de drones chez Ciment. On a des P4P, on a des Mavic Pro, on utilise des M210, donc différentes plateformes pour différents besoins. Donc, ce que j'expliquais un peu plus tôt, c'est que selon le besoin, c'est important d'identifier avec le client quel va être l'environnement qui va nous attendre, quelle est la précision qu'ils veulent avoir, quelles sont leurs intentions aussi au niveau du relevé, quel est le niveau de détail et de précision qu'ils veulent avoir, la superficie à couvrir. Tout ça va avoir un impact sur la solution déterminée, la technologie utilisée. Quel est le logiciel qu'ils ont l'intention d'utiliser aussi, parce que pour savoir quel genre de livrable on doit livrer, la compatibilité, bien les conseiller aussi au niveau de quel logiciel utiliser. Est-ce qu'ils ont besoin que ce soit géoréférencé? Quelquefois, le client dit non, on ne veut pas que ce soit géoréférencé, mais à force de poser des questions, on se rend compte qu'on veut le géoréférencer parce que plus tard, ils vont certainement être contents là, ou d'autres acteurs clés dans le projet vont assurément, eux, le vouloir géoréférencer. Donc, je vous donne un exemple. Souvent, dans un projet d'ingénierie, c'est les électriciens ou les gens dans le domaine de la mécanique électrique industrielle, si on veut, ou en énergie ou dans les utilités publiques, vont souvent avoir à passer en premier dans les relevés. Pour quelle raison, honnêtement, j'ai aucune idée, mais c'est souvent les premiers demandeurs dans un projet. Eux ne voient pas le gain à ce que ce soit géoréférencé dans leur cas à eux. Eux, ils ont besoin d'avoir une dimension X par rapport à Y, un équipement par rapport à un autre. Mais plus tard dans le projet, souvent les gens en architecture ou en génie civil vont se bridger ou vont venir commencer le projet et eux aimeraient beaucoup avoir la donnée géoréférencée. Donc là, si on ne l'a pas géoréférencée, il y a une déception reliée à tout ça. Et là, on doit retourner au site pour aller géoréférencer. On a des petits trucs qu'on a mis en place au fil des ans, c'est que même si le client ne le demande pas géoréférencé, parce qu'il faut se le dire, là, c'est des efforts et des coûts supplémentaires. Donc, des fois, la personne elle veut y aller le client veut y aller au moins cher possible pour le besoin actuel. Ce qu'on fait, c'est qu'on va apposer des marqueurs, des cibles qui sont autocollantes, qui sont qui sont bonnes aux intempéries extérieures. Et donc, on va les apposer pendant notre revue au scan 3D. Puis, si jamais le client décide de géoréférencer, la seule personne qu'on a besoin de retourner au site, c'est l'arpenteur pour aller contrôler ces cibles-là et nous donner les coordonnées. On applique le traitement de la donnée. Puis, on sauve un certain risque puis un certain effort relié à tout ça. Donc, aussi, quand on dit identifier les problèmes, c'est demander au client est-ce qu'il va y avoir de la vapeur, de la poussière, du mouvement, de la neige, parce que toutes ces choses-là, souvent, le client, il ne pense pas, il t'envoie à son site, tu prends l'avion, tu vas à Fort McMurray ou tu vas au Labrador faire ton relevé, puis finalement, il voulait les positions des bases de béton, mais ils sont ensevelis sous la neige. Évidemment, le scan 3D ne traverse pas la matière et le client est déçu. Il y a de la neige au sol, on fait un relevé au drone, bien, qu'est-ce qu'on capte? C'est le dessus, c'est le couvert de la neige. Donc là, le client peut être déçu. S'il y a de la steam, de la vapeur, encore là, le faisceau laser ne peut pas passer au travers de la vapeur qui est très opaque. Donc, ça peut avoir un impact sur la qualité de la donnée. Donc, tout ça, c'est important de bien poser les questions avant de suggérer le type d'équipement à choisir, puis aussi le moment opportun pour aller faire le relevé. Et si on fait ça, bien, on évite la déception chez notre client et puis tout le monde s'en trouve nécessairement plus heureux et il y a toujours moyen d'arriver à faire un relevé. Là. Il faut juste savoir trouver les bonnes conditions et les bons moments. Donc, chez Ciment, on a plusieurs équipements, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. On essaie, dans le centre d'expertise
de la réalité, de distribuer ces équipements-là. Donc, nos plus gros bureaux se trouvent au Québec, mais on a aussi quand même un très bon bureau à Kelowna, à Vancouver et à Calgary. On a aussi des gros bureaux dans le coin de Toronto. Donc, on essaie de positionner nos équipements aux endroits où est-ce qu'ils sont les plus en demande pour pouvoir mieux couvrir les besoins ponctuels de tous et chacun dans nos équipes. Les logiciels qu'on utilise beaucoup chez Cima, c'est bien sûr la suite Autodesk, donc AutoCAD, InfraWorks, Recap, Navisworks, Revit, Inventor, 3ds Max dans quelques cas de simulation virtuelle pour les clients. On utilise aussi un logiciel qui se nomme Fuser pour faire du Digital Twin. Donc, c'est les logiciels et je vous ai montré un peu ce que les nuages de points ont l'air dans chacun des logiciels. Je vous dirais que maintenant, AutoCAD est beaucoup mieux que ça. Ça, c'était une slide qui date de 2016. Aujourd'hui, en 2020, la technologie gère beaucoup mieux les nuages de points. Là, on pourrait plus s'attendre à une image comme Recap là, dans AutoCAD. Donc, AutoCAD gère bien les nuages de points maintenant. À l'époque, c'était pas le cas, là, mais aujourd'hui, ça va super bien. Dans les logiciels Bentley qu'on utilise chez Cima, on a MicroStation, Bentley Descartes, Point Tool View pour utiliser les nuages de points. Ça fonctionne très, très bien. L'utilisation de la photogrammétrie et du nuage de points dans les suites de Bentley sont vraiment très puissantes et fonctionnent vraiment très bien. Les autres logiciels un peu moins connus, je pourrais vous dire SolidWorks, la suite d'Assaut, donc CATIA, SolidWorks, peut prendre les nuages de points, mais c'est sûr que ce n'est pas nécessairement les plus conviviales pour utiliser les nuages de points. Ce n'est pas nécessairement les plus efficaces. SketchUp, on peut aussi, SketchUp, les architectes utilisent souvent ça, on peut utiliser les nuages de points avec ce logiciel-là, mais dans un égard avec un petit add-on qu'on doit acheter pour pouvoir utiliser la donnée. Il y a d'autres logiciels, là, donc selon les logiciels, on peut extraire un XYZ ou un E57 qui sont des formats plutôt universels et la plupart du temps, les logiciels sont capables de prendre ces données-là. Je vais vous montrer quelques applications qu'on utilise chez Cima là, avec les logiciels. Donc, on a une addition, un réaménagement en électrique dans un bâtiment. Et donc, on intègre directement le nuage de points avec la modélisation pour valider l'ensemble de la donnée. Cette donnée-là a été capturée avec le Matterport et dans le logiciel Revit. Et puis, ils sont capables de planifier les nouvelles étagères à cordes, les nouvelles distributions dans un contexte existant avec les nuages de points. Pas besoin de redessiner l'existant. La seule chose qu'on veut, c'est savoir est-ce que nos étagères à cordes sont bien planifiées? Est-ce qu'il y a des conflits avec les équipements existants? Production, des plans ont été faits directement à partir de ça. Autre logiciel, autre application, les analyses de déformation des façades. Donc, on va utiliser une SX10 ou un Faro, dépendant de quelle est la grandeur, quelle est la précision requise du bâtiment. Si on a besoin de revenir plusieurs fois pour faire une analyse de mouvement et non pas juste de déformation. Donc, on peut par la suite produire un modèle Revit de la façade avec tous les joints de pierre ou un modèle AutoCAD avec tous les joints de pierre de la fameuse façade. On génère aussi ce qu'on appelle une analyse de déformation avec couleur, dégradé couleur. Donc, avec une échelle de couleur, on est capable de voir rapidement les déformations, les ventes de bœuf, les détachements de pierre qui se situent sur la façade. Donc, on peut remarquer ici, là, selon l'échelle de dégradé couleur, entre le bleu et le vert foncé, on se trouvait à avoir 4 pouces. Donc, le bleu est en amont, est en avant, et la pierre est en train de se détacher. Et on parlait là, de plus de 100 mm là, de déformation à cet endroit-là. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une grosse problématique. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait vraiment très souvent, en fait. On a beaucoup de demandes pour ça. Une autre application, on a des fois des remplacements d'urgence à effectuer. C'est un exemple comme celui-ci. L'équipement, qui est un transformateur ici, a fait défaillance et le client a besoin de le faire remplacer extrêmement rapidement parce qu'il dépend là, de cet équipement-là pour la survie de son usine. Donc, on va sur le site, on est allé faire le relevé, ça a pris environ 20 minutes. On a utilisé ici, on a utilisé un Faro dans ce cas-ci, mais on aurait pu utiliser un BLK parce que c'est vraiment un petit
une petite distance, un petit site relevé. La précision 6 mm était suffisante. À ce moment-là, on avait le pharo sous la main. C'était l'urgence. On est allé avec le pharo. On a fait le relevé, on a enlevé l'équipement, on a rajouté le nouvel équipement. Ici, le logiciel utilisé était MicroStation. Et on a fait les croquis pour l'entrepreneur. En dedans de 72 heures, les plans étaient émis pour faire le remplacement d'équipement. On avait pu valider les distances, la faisabilité et la possibilité du remplacement et on avait émis les croquis. Donc, c'est le genre de situation vraiment utile où est-ce qu'on sauve énormément de temps. Ici, il y a un autre projet où est-ce qu'on a fait de l'intégration de l'électrique mécanique dans un bâtiment existant qui contenait de l'amiantose. Donc, c'était complexe d'aller au site pour faire les visites et les coordinations. Donc, on a fait un relevé 3D de l'ensemble des infrastructures pour pouvoir faciliter l'intégration. Ensuite, on a ici un projet Hydro One où est-ce qu'on a fait beaucoup de relevés pour eux là, au cours des 6 dernières années. Le projet que je vous présente là, c'est ce qu'on appelle les Remote Community. Donc, eux... je vous montre un exemple d'un projet qu'on a fait avec eux, qui est en fait, on est allé effectuer un relevé de toute leur infrastructure. Donc, on a créé comme un catalogue virtuel pour faire des visites de toutes leurs infrastructures qui sont situées au nord de l'Ontario, où est-ce qu'ils ont des villages de Première Nation qui doivent fournir l'électricité. On appelle ça off-grid. Donc, ils ont besoin de générateurs au diesel pour alimenter en électricité ces villages-là. Et donc, pour se rendre là, ça prend un hélicoptère ou un avion. Et c'est assez complexe là, de s'y rendre, assez coûteux. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller au site faire le relevé de l'ensemble des infrastructures. Vous voyez des petites sphères blanches là, dans le relevé actuel. Ce sont les sphères qu'on utilise pour faire l'alignement de nos scans d'un scan à un autre. Avec le pharo ici qu'on a utilisé, on utilise 3 sphères en amont, 3 sphères en aval dans chaque station de scan pour s'assurer d'un alignement d'une grande qualité, surtout avec les relevés extérieurs, parce que de faire de l'alignement qu'on appelle de nuage à nuage, pour les relevés extérieurs, des fois, il y a du mouvement les feuilles d'arbres, les mouvements de la pelouse. Donc, tu sais, c'est de nuage à nuage. Pour faire des relevés extérieurs, on a découvert au fil des temps que c'était un petit peu moins précis puis que les sphères garantissaient une meilleure qualité d'alignement à cet égard-là. Donc, on utilise en fait toujours... moi, je préconise que mes techniciens mettent toujours les sphères au site et vous allez retrouver aussi des petits checkerboards comme on voit là sur l'image actuellement. En fait, comme de cette façon-là, on a toujours un plan B si jamais le scan qu'on appelle Top Base View est nuage à nuage, qui est une façon d'aligner dans les logiciels de pharo. Si pour une raison quelconque, parce qu'il n'y avait pas un assez bon overlap, une bonne superposition de la donnée, ou parce qu'il y a eu du mouvement d'une donnée à un autre, la façon target base, qui est la façon traditionnelle avec les sphères et les checkerboards, vont toujours nous permettre de sauver, si on veut, ce mauvais alignement-là. Puis en fait, c'est qu'en mettant des sphères et des targets aussi, on s'est rendu compte que ça l'obligeait le technicien à vraiment comme... ça garantissait un bon overlap. Donc, il ne va pas passer tout droit à des endroits. L'autre chose que je pourrais aussi vous montrer dans ce logiciel-là, là, on est présentement dans le logiciel de scène de pharo. Le technicien est en train de faire la création d'un tuyau. Excuse-moi, des fois, j'ai de la misère avec mes termes français. Et donc, en fait, le tuyau est créé, puis on est capable de connaître le diamètre exact de ce tuyau-là. C'est une façon précise d'obtenir le diamètre du tuyau. On peut toujours y aller en mesurant, mais en créant une forme reconnue par le logiciel, on est garanti d'une meilleure précision. On est capable de faire aussi des couples qu'on peut exporter seulement des tranches très minces de notre donnée. Donc, dans ce cas-ci, quand on a commencé à travailler avec ce client-là, il n'était pas nécessairement à l'aise, puis c'est encore le cas aujourd'hui, de travailler avec du 3D
Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur a montré l'outil où est-ce qu'on pouvait générer un orthophoto de la condition existante d'une tranche pour pouvoir faire la mise en plan dans AutoCAD. Donc, on génère un TIFF qui est à l'échelle et puis on peut importer dans AutoCAD comme une référence l'image qui est à l'échelle et on peut redessiner ou l'utiliser comme fond de plan pour croquis ou dessin d'ajout existant. Donc, c'est quelque chose de très efficace à faire et qui nous permet de travailler dans un contexte 2D. Et donc, pour les gens qui ne sont pas à l'aise de travailler avec du 3D, c'est un outil qui est vraiment intéressant à faire. Ici, dans ce cas-ci, on présente l'interface WebShare, qui est une interface qui était utilisée par le Faro pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser une interface qui s'appelle Cintu, qui est la nouvelle application qu'on utilise pour faire le partage virtuel de nos scans 3D. Donc, ça simule une visite virtuelle où est-ce qu'on peut vraiment se promener d'une scan à l'autre, d'une station à l'autre, où est-ce qu'on peut aller mesurer, qu'on peut aller prendre on peut y annexer des documents, des notes, un lien vers une plateforme d'échange de documentaires. On peut, ici, dans cet exemple-là, on peut toujours flipper entre la couleur et le nuage de points en noir et blanc du scan 3D, parce que le scan Faro va capturer une donnée X, Y, Z plus réflectivité pour donner une image. La réflectivité représente le degré d'absorption du matériel pour donner une image en noir et blanc. Et il va aussi prendre plusieurs photos pour faire une photo 360 lors du processus. Et donc, on va appliquer la photo 360 sur le nuage de points pour donner un rendu colorisé. Mais quelquefois, le rendu noir et blanc est très utile parce que la photo, elle est sur ou sous-exposée. Donc, c'est un peu l'exemple que j'avais ici de Hydro One. On a aussi un autre exemple où est-ce qu'on a fait... ça, c'est l'exemple de l'aéroport de Québec. Il y avait une expansion. Là, on a doublé la dimension de l'aéroport en 2014 et 2018. Donc, pendant ces 4 années, on avait un mandat d'aller faire le relevé à chaque semaine de l'état actuel des infrastructures enfouies pour valider les pentes de drainage, les hauteurs d'installation des équipements, pour valider que l'équipement est installé tel que le design avait été implanté ou fait par les ingénieurs et les concepteurs. Donc, on avait un modèle BIM et on superposait le modèle Revit avec le modèle du relevé 3D dans un logiciel qui s'appelle Navisworks. On était en mesure de voir les différences. Donc, ici, entre le gris qui est l'existant et le rouge qui était le design intent, la conception désirée. On pouvait valider les différences et voir s'il y avait des impacts majeurs dans le futur de la construction. On pouvait faire modifier l'implantation rapidement. Un autre exemple d'un projet, on est allé faire des relevés. On avait un gros mandat de relevé d'infrastructures souterraines avec la ville de Hamilton, en Ontario, où est-ce qu'eux désiraient avoir un catalogue virtuel de toute leur implantation de systèmes électriques enfouis. Donc, la problématique avec ce projet-là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de trafic à Hamilton. C'est très occupé. Et puis, en fait, lorsque c'est le temps d'impacter le trafic, il y a plein de lois qui fait que ça devient très lourd au niveau de la paperasse et au niveau monétaire pour pouvoir faire une ouverture d'espace confiné. Et par contre, il y a une petite coquille dans les lois qui dit que si on impacte le trafic sous 20 minutes, donc si on est moins de 20 minutes à un endroit à impacter le trafic, on peut se passer de toutes ces paperasses-là. Et donc, l'objectif, c'est de faire le relevé en dedans de 20 minutes pour chaque station d'espace confiné. Donc, en fait, on avait un cube, un camion cube qui avait toutes les installations prêtes à l'intérieur. On arrivait à un endroit, on sécurisait le périmètre, on faisait les tests de gaz, on ouvrait le manhole. Le trépied, pendant ce temps-là, était implanté avec un système de LED.
et le scanner était fixé à celui-ci de façon inversée. Aussitôt que le manhole était ouvert, on déposait le trépied au-dessus du trou. Avec une drill, on descendait là, de façon électrique le scanner dans le trou. Ça prenait environ 1 minute. Et la révolution, le scan prenait 5 minutes. Donc, en tout et partout, on faisait en moyenne du 17 à 18 minutes par station. Donc, on était capable, en mesure de faire les relevés. On avait une escorte policière pour faire le trafic, la gestion de la circulation. Et on était on était capable de faire environ 8 à 10 manholes par jour, dépendant des conditions. Il fallait aussi trouver encore là, les bons manholes sur le site. Donc, ça ressemblait... C'était un projet qui était vraiment intéressant. Par la suite, on a été capable d'intégrer ça dans leur système ArcGIS, le système de la ville. Et puis, on peut consulter les photos 360, le nuage de points, prendre des mesures à travers la plateforme web. Donc, on peut voir les différentes installations qu'on a eues au fil du temps, qu'on a utilisées. On a fait plusieurs projets de ce genre-là au fil des jours. Il y a aussi la possibilité, là, au niveau des relevés par drone, on fait de l'inspection de façade de roc. On fait plusieurs types d'inspections. Je vais vous montrer celui-ci. C'est un relevé qu'on a fait à la carrière Saint-Michel à Montréal, où est-ce que les camions à neige viennent déposer la neige dans la carrière avec des quais. La première intention du relevé, c'était vraiment d'établir la santé, si on veut. Là, je vais chercher mes mots, là, mais en fait, c'était vraiment d'établir la solidité de la façade de roc. Donc, pour pouvoir assurer qu'elle était encore assez solide et sustainable, pour pouvoir pour que les camions s'approchent et déchargent la neige. Donc, c'est un relevé qui est environ, la carrière a environ 1 km de long par 200 mètres de profond. Donc, c'était un très grand relevé. On avait besoin d'avoir des données très, très précises. On est allé avec un arpenteur, géomètre au site pour vraiment contrôler tous nos points au niveau des quais. Donc, on était capable de vraiment s'assurer d'une grande précision de ce relevé-là. Par la suite, il y a eu une phase 2 où est-ce que finalement, l'année d'après, on est allé retourner scanner avec le drone, faire la capture. Puis, on a fait l'analyse de l'accumulation de neige parce qu'il faut savoir qu'il y a tellement de neige qui se retrouve dans cette carrière-là à chaque année que, en fait, la ville voulait connaître l'accumulation de la neige et connaître, faire une simulation sur... parce qu'à chaque année, la neige ne fond pas totalement, donc il y a une accumulation au fil des ans qui se fait. Et donc, on voulait simuler là, pendant combien de temps on était bon avec ce système-là. Un autre exemple ici de relevé au drone qu'on a fait des panneaux solaires, donc un champ de panneaux solaires en Ontario, il y en a beaucoup. Donc, avoir le relevé des infrastructures exactes, connaître l'installation des panneaux, faire un relevé thermique des panneaux solaires peut être aussi quelque chose de vraiment très intéressant. On peut faire l'inspection par photo. Donc, on a un petit logiciel qu'on utilise qui s'appelle ici Pix 4D Inspect, qui nous permet en fait de faire l'inspection de nos relevés. On peut aller cliquer sur un point en 3D, faire des mesures, voir les photos HDR qui ont été utilisées pour faire la création de ce modèle-là. Donc, on peut vraiment aller analyser les élévations de profil aussi des panneaux solaires. Je vais passer à un autre relevé. Le relevé, on fait beaucoup de relevés industriels aussi. Donc, c'est un exemple d'un relevé au drone qui a été fait. Donc, là, vous voyez le modèle 3D, un orthomosaïque au drone. Pour vous expliquer vite comment fonctionne la photogrammétrie, en fait, ici, ce sont des photos photogrammétrie qu'on a prises. Je pense que je n'ai pas mis d'exemple de relevé au drone LIDAR. J'ai quelques... mais j'en ai un exemple, je vais vous montrer après.
Donc ici, c'est vraiment un des relevés photogrammétriques. Donc la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on utilise un logiciel qui va planifier le plan de vol du drone, qui va planifier la quantité de photos, le temps de prise de photos, donc la distance entre chaque position de photo qui doit être prise. Et puis, selon la précision qu'on veut avoir, il va calculer la hauteur qu'on va effectuer le vol. Et puis, en utilisant des photos qui ont un overlap de plus de 80 souvent, dans la plupart des cas, c'est 80 qu'on va utiliser, mais on peut aller à moins ou plus. Plus qu'on a de photos, plus que la donnée devient lourde, mais plus que la donnée devient dans une certaine précision ou définition, si on veut, parce que j'aime pas ça parler de précision. Dans ce cas-ci, on va vraiment parler de précision. Plus qu'on contrôle nos points au GPS, au sol, plus grande la précision va être, mais on va toujours demeurer dans une précision du 3 à 4 cm selon plusieurs études que j'ai fait, des tests qu'on a fait. On peut aller sous le 3-4 cm. Ça dépend toujours de la hauteur du vol qu'on fait, puis la qualité du capteur qu'on a. Donc, c'est la grosseur du pixel qui va définir la précision. Puis encore là, ça va aussi être, selon le point de contrôle, la précision de ton GPS qui va pouvoir vraiment te donner une idée de la précision. On fait beaucoup d'inspections au drone aussi avec une Z30 qui est une caméra qui permet un zoom optique exceptionnel et une caméra thermique. Donc, on voit la combinaison. On va faire des inspections de lignes électriques. Souvent, c'est le genre de cas qu'on va faire. Ici, je vous montre un petit exemple d'un relevé qu'on a fait il y a plusieurs années. C'est rare qu'on utilise ce genre d'équipement-là parce qu'en fait, il se trouve que ici, ce qu'on voit, c'est un UX5. Il se trouve que les drones à aile fixe sont vraiment intéressants et pour ce qui est de faire des relevés de vraiment très grandes superficies parce que c'est sûr qu'ils vont voler beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus loin que les drones multirotors qu'on appelle. Donc, les autres exemples que je vous ai montrés, c'était les PKP. Par contre, on est vraiment limité au niveau de la rampe de lancement. On est limité au niveau du fait que c'est seulement des relevés horizontales, donc on ne peut pas faire vraiment d'inspection avec ce genre de drone-là. Donc, c'est pour ça que chez Syma, finalement, on n'a pas fait le choix d'acheter cet équipement-là. On le loue quand on en a besoin. Mais le genre de cas où est-ce qu'on a besoin de faire un relevé avec un aile fixe ces derniers temps est très faible versus le multirotor, je vous dirais, est très polyvalent et fait vraiment la plupart de ce qu'on a de besoin, il va combler nos besoins. Je coupe les vidéos, les sons des vidéos. Je vous donne un exemple d'un drone, d'un relevé, encore là, photogrammétrie d'une carrière. Donc, on fait beaucoup de relevés carrière pour faire l'analyse de la volumétrie. Donc, ce que vous voyez là, c'est vraiment un résultat de photogrammétrie. Ça peut être vraiment très intéressant au niveau de la pixelisation, là, puis du degré de qualité de l'image. Encore là, plus bas on vole, plus grand, plus petit le pixel couvre de superficie, donc plus mieux la qualité est. Par contre, il faut toujours avoir en tête que quand on vole plus bas, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux au niveau de frapper des objets ou des obstacles. Donc, il y a toujours, chez Syma, on s'est implanté là, des guides qu'on appelle le MANOPS, qui est le manuel des opérations aériennes. Et on a des procédures de sécurité, de santé, sécurité, de plan de sauvetage au niveau du drone. Donc, on a toujours des processus à valider, dont la hauteur du vol. Est-ce qu'on est sûr que quand on planifie une hauteur de vol, on claire tout objet ou obstacle potentiel, ligne électrique, pylône, etc. Donc, c'est le genre de choses qu'on va aller valider quand on fait les relevés. Je vous montre un dernier petit vidéo de drone ici, en fait, qui est un relevé fait en collaboration, en fait, à la demande de Parc Canada il y a quelques années, où est-ce qu'on avait besoin de faire la documentation de bâtiments
là, j'ai juste le mot anglais, Heritage Building, des bâtiments historiques. Et donc, pour faire le relevé, on a combiné plusieurs types de technologies. On est allé avec un relevé au drone pour faire le site, pour avoir les niveaux de pente, pour faire l'analyse des écoulements des eaux et des fluides, parce qu'il y avait toute la planification des analyses de dérivation des fluides à faire par rapport au bâtiment. Et on a fait le relevé au scan 3D de l'extérieur des bâtiments avec un pharo pour pouvoir avoir l'analyse de déformation des petites façades de bâtiments et d'avoir les mesures précises du détail de chacune des infrastructures. Et l'intérieur, comme c'était plein de petites pièces, on est allé avec le Matterport pour documenter l'intérieur des pièces et avoir un bel aspect photogrammétrique là, de l'intérieur de chacune des bâtisses. Les architectes ont pu utiliser l'ensemble des données ensuite pour pouvoir documenter leur rapport de conseil pour la mise en place là, de la restructuration de ces bâtiments-là. Et donc, je vous dirais que ça conclut pas mal ma présentation. Ce que j'avais le goût de faire, c'est de vous offrir, en fait, de vous montrer un peu live les différents logiciels, plateformes qu'on a. Donc, on a la plateforme Matterport ici. Je peux aller vous montrer un exemple d'un projet qu'on a fait. Je vais voir. Tiens, je vais aller chercher celui-ci. Un exemple, donc ça ressemble à un relevé qui a été fait par un de nos techniciens qui s'est rendu au site. Et la plateforme web qui a accès ressemble vraiment à ça. Donc, on peut rentrer dedans, se promener d'une place à l'autre. Si on a des lunettes, on peut vraiment faire un View in VR, activer la lunette VR. On peut avoir un plan view des installations, un vue en 3D et on peut aller vraiment au niveau de la photo, donc l'imagerie. Puis on peut aussi dire on désire activer une mesure, donc on peut vraiment aller installer mesurer une dimension. Donc, on peut vraiment dire, je vais aller de cet endroit-là à cet endroit-là. Donc, on peut vraiment prendre des mesures qui sont vraiment intéressantes dans ce mode-là. Donc, ça, c'est le mode de Matterport, je vous dirais. On peut publier un floor plan, on peut exporter ce qu'on appelle un Matterpack, qui est un nuage de points. Pour ce qui est, donc ça, on va utiliser ça avec le BLK ou le Matterport, cette plateforme-là. Pour toutes les autres scans chez SIMA, on va utiliser le Sim2 maintenant, qui est une application web qui peut être vraiment intéressante à ce niveau-là. OK. Donc, on a l'exemple, on peut y aller en photobulle, donc on peut vraiment passer d'un scan à l'autre. On peut passer en mode 3D aussi. Donc, si on passe en mode 3D, on a vraiment le nuage de points qu'on peut naviguer autour. Donc là, ici, on va voir que dans le fond, présentement, je travaille de la maison avec la situation sanitaire. Donc, c'est mon Wi-Fi de la maison qui va limiter la rapidité. Donc, plus performant votre Wi-Fi est, plus rapide le loading, si on veut, là, du modèle va s'effectuer. Ce qui est intéressant dans cette plateforme-là ici, c'est qu'on peut intégrer des modèles BIM. Fait qu'il y a une intégration, en fait, qu'on peut faire directement là, avec BIM 360 ou directement aller chercher un modèle Revit sur notre desktop aussi. Donc, on peut aller chercher ça. Encore là, dans cette plateforme-là, on peut définir des work zones, on peut inviter des membres. Donc, on peut définir un niveau L'autre plateforme aussi faisait ça, là, choisir qui a accès à la plateforme, donc avec des restrictions en lecture, en écriture, en partage. Donc, on a différents niveaux de permission. On peut aller choisir différents settings. Donc, on peut vraiment y aller en X-ray pour voir un peu au travers. Là, ça nous permet de voir au travers de la bâtisse. On peut y aller en surface ou en hauteur, ou encore là, en 2D panoramique, c'est quand on se trouve en scan mode, on peut toujours tomber en 2D panoramique. Je trouve que c'est la façon de mieux le voir là, dans le mode dans scan mode. C'est vraiment intéressant.
Donc, on peut aussi, si je retourne en 3D comme ça, on peut aussi aller faire des annotations. Très intéressant parce qu'on peut annoter où on peut faire une note privée, une note à tout le groupe ou un issue qu'on appelle un issue. Ça va permettre de... Tu peux assigner, donc attitrer un issue à quelqu'un qui collabore dans ton projet. Donc, ceux-ci sont les collaborateurs de mon projet actuel et je peux vraiment assigner un issue avec une date et puis mettre un titre. Je peux mettre une photo, un document vers un DWG ou n'importe quel type de document, un lien vers un document et embedder, si on veut, intégrer un document dans la plateforme et je peux y intégrer une description, une note et puis quand je crée la note, ça va envoyer un courriel aux personnes à qui je l'ai assigné et ça va s'enregistrer dans la plateforme. Je ne vais pas le créer ici parce que mon client va trouver ça bizarre. Puis je peux aussi, encore là, prendre des mesures. Donc, je peux prendre une mesure. Je peux la sauvegarder ou ne pas la sauvegarder. Dans mon cas, si je ne vais pas la sauvegarder, je ne veux pas que mon client le voit. Puis ici, on peut aussi ce qu'on appelle faire un crop tool. Donc, on peut vraiment comme faire des tranches dans la plateforme et puis aller visionner seulement un niveau, un étage. Ça facilite la compréhension puis de pouvoir se promener dans le modèle. Souvent, ça va aider les gens. Donc, on peut après ça dire, OK, je veux rentrer dans cette pièce-là, puis je vais aller voir cette pièce-là ici. Qu'est-ce que ça a l'air encore là? Moi, je vais flipper au 2D panoramique. Donc, ça me permet d'aider ce genre de choses. Donc, cette plateforme-là peut être intéressante pour la collaboration. C'est vraiment un outil extrêmement performant qu'on utilise chez nous pour collaborer avec nos projets. Voilà, en somme tout, je pense que j'ai fait le tour rapidement là, des technologies qu'on a chez Cima et ce qu'on peut offrir. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire par courriel julie.betty@cima.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis voilà, je vous souhaite une bonne journée.